Le titre de ma présentation, Activité éducative d'un organisme culturel québécois, frontière entre pédagogie musicale et développement de public. Alors aujourd'hui, je vous dis tout de suite, je ne suis pas musicologue, je ne suis pas historienne, ni théoricienne. Je vais vous parler vraiment de ma pratique, de ce que je fais. Alors, cette image-là est très parlante pour moi. On en a parlé au cours des derniers jours de la diversité des chapeaux qu'on peut porter dans le domaine de la médiation. Alors, personnellement, j'en porte plusieurs. Donc, le premier chapeau que j'ai eu à porter, c'était celui d'interprète. Donc, j'ai une formation en interprétation du piano. Ensuite, j'ai fait quelques cours en pédagogie qui m'ont amené à faire de l'éveil musical avec des enfants de 2 à 4 ans, donner des cours privés dans des écoles de musique, surtout en piano. Ensuite, j'ai été embauchée à la Société de musique contemporaine du Québec en tant que chargée de projet éducatif, ce que je fais depuis maintenant 8 ans et ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce qui m'a amenée aussi à être animatrice d'ateliers dans les écoles, donc vraiment sur le terrain pour différents projets, médiatrice pour avant certains concerts ou avant certaines activités. Donc, je me promène de chapeau à chapeau, et récemment, je suis retournée aussi faire une maîtrise en éducation musicale aussi. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, plusieurs chapeaux. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler principalement de deux choses. Donc, de la Société de musique contemporaine du Québec pour laquelle je travaille. Donc, un peu, je vais vous présenter l'organisme et je vais vous parler spécifiquement des projets éducatifs. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de mon projet de maîtrise des objectifs. Voilà. Alors, la Société de musique contemporaine du Québec existe depuis quand même assez longtemps, 50 ans maintenant. C'est un OBNL, donc un organisme à but non lucratif, qui a été fondé en 1966 par un groupe de compositeurs québécois qui se sont dit que la musique contemporaine n'avait pas une très grande place dans la société et qu'il fallait en parler, faire des concerts, bref, créer une société pour mettre en valeur cette musique-là. Donc, la mission de l'organisme, faire connaître et reconnaître les compositeurs et la musique contemporaine. Donc, surtout québécoise, mais aussi à l'international. Alors, les activités se déclinent en 4 volets principalement. Donc, à chaque année, il y a une saison de concerts avec un orchestre, donc un ensemble, mais aussi des petites formations. En alternance, une année sur 2, il y a un festival international qui s'appelle le Festival Montréal Nouvelle Musique, où pendant 10 jours au mois de février, quand il fait bien froid à Montréal, on invite des gens à venir faire de la musique contemporaine pour se réveiller, se réchauffer. En alternance avec ce festival-là, il y a la série Hommage qui existe depuis 14 ans maintenant, qui en est à sa 7e édition. Donc la série Hommage met en valeur un compositeur québécois qui s'est particulièrement démarqué par son corpus d'œuvres, donc qui a un catalogue assez intéressant et varié. Et le comité artistique invite tout le milieu culturel à intégrer des œuvres de ce compositeur dans la programmation. Donc, par exemple, il y a l'Orchestre symphonique de Montréal, les Violons du Roi, des petites formations aussi de solistes aussi. En tout cas, toutes sortes de formations qui intègrent la musique du compositeur choisi dans leur programmation. Alors, pendant 1 an, au Québec, mais aussi un peu partout au Canada et parfois à l'international, il y a de la musique d'un compositeur qui est jouée. Alors, ça permet vraiment de bien connaître et de bien mettre l'accent là-dessus. Je vais gérer mon temps parce que il est déjà 9h15, alors j'ai jusqu'à quelle heure? On a commencé après. OK. Donc, il faudrait que j'ai jusqu'à quelle heure? D'accord, merci. Il y en a qui comptent le temps. Moins 20, OK, merci. Et le volet le plus important selon moi, le volet jeunesse, qui présente des concerts spécialement pour jeunes publics, mais aussi des activités éducatives dont je vais vous parler. Alors, les objectifs des activités éducatives du point de vue de l'organisme, c'est vraiment à double tranchant. Donc, dans la constitution de l'organisme, il y a vraiment cette mission d'éducation, donc de faire connaître les compositeurs, et aussi de s'adapter aux différents milieux. Donc, dans ce cas-ci, aux milieux scolaires auxquels elles sont destinées. Et aussi, c'est dans une optique de développement de public à long terme. Donc, pour rejoindre les jeunes, les familles qui ne vont peut-être pas nécessairement dans les salles de concert, les populations éloignées, parce que vous savez, le Québec, c'est assez vaste. Je pense que ça fait 1000 km de large ou quelque chose comme ça. Alors, il y a des gens un peu partout.
des groupes culturels aussi variés qu'on rejoint à travers les écoles. À long terme aussi, on essaye de préparer les publics de demain. Donc, c'est une grande question. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Je vais laisser les sociologues ou d'autres personnes en parler. Alors, c'est notre petite image. Donc, nos actions éducatives sont un peu comme un pavé qu'on jette dans la mer. Est-ce qu'on peut dire ça? Un caillou. En tout cas, avec des effets de vagues. Alors, la SMCQ travaille avec les enseignants, donc les spécialistes en musique, qui rejoignent les élèves, qui, eux, rejoignent les communautés, donc leurs parents et amis et toutes les personnes autour. À long terme, je propose ce petit schéma-là. La direction artistique de la SMCQ a une proposition culturelle, donc de faire connaître tel compositeur ou tel type de musique contemporaine. Suite à cette proposition culturelle, il y a une équipe de médiation qui se met en place pour élaborer un projet éducatif qui est proposé à des enseignants en musique spécialistes dans les écoles, qui, eux, font des activités dans les écoles avec leurs élèves. On espère que ça éveille les élèves, que ça éveille leur curiosité à différents types de musique et à différents projets. Et on espère qu'une partie de ces élèves éveillés deviendront peut-être le public de demain, ou du moins seront intéressés moyennement par la musique contemporaine. Voilà. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui vraiment aux étapes 2 et 3, donc à l'équipe de médiation et aux enseignants de musique et à leurs relations. Alors, l'équipe de médiation, dans notre cas, c'est vraiment un travail de collaboration. Alors, on travaille avec des gens qui sont les compositeurs, dans un premier temps, qui sont vraiment les spécialistes de musique contemporaine et de création. On a un partenariat depuis plusieurs années avec la commission scolaire de Montréal, qui est une grande commission scolaire, qui est la plus grande commission scolaire au Québec. Donc, ce qui nous permet de travailler avec une conseillère pédagogique qui a été enseignante spécialiste en musique dans les écoles, donc qui a 10 ans d'expérience sur le terrain dans une école avec les enfants et qui a tout le bagage et toutes les connaissances vraiment pédagogiques. Et je suis la médiatrice, donc dans tout ça, qui essaie de faire des liens entre les propositions artistiques et pédagogiques et d'articuler tout ça. Il y a d'autres aussi intervenants, il y a des illustrateurs, mais en gros, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans notre cas, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais les enseignants spécialistes de musique deviennent un peu des passeurs culturels aussi. Donc, ils font partie, par extension, de cette équipe de médiation. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet pédagogique en particulier qui vise à découvrir un compositeur à l'école. Donc, ce projet-là s'inscrit dans le cadre de la série Hommage, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pendant toute l'année, il y a des concerts autour d'un compositeur, et puis on en parle à Montréal, et puis il y a des publications, il y a toutes sortes de choses qui se passent. On propose aux spécialistes en musique de faire des activités en classe avec leurs élèves pour découvrir ce compositeur. Alors, et ça s'échelonne pendant toute l'année, et c'est un programme à géométrie variable dans le sens où on propose toutes sortes de choses aux enseignants qui peuvent prendre ce qui leur convient et ce qu'ils veulent. Alors, ça varie d'une édition à l'autre, mais en général, il y a à peu près 150 écoles par année qui participent à ce projet-là. Il faut savoir qu'au Québec, oui, je ne m'adresse pas à des Québécois, alors je vais expliquer un peu. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais nous, on a des spécialistes en musique dans les écoles, donc qui enseignent que la musique, qui sont formés en musique et qui voient les élèves souvent, par exemple au primaire, pendant 6 ans. Alors, ils ont vraiment un contact très approfondi avec les élèves. Ils prévoient des cursus à long terme et ils voient beaucoup d'élèves par année. Donc, chaque enseignant de musique travaille avec de 200 à 600 élèves par année. Alors, c'est vraiment des catalyseurs pour nous, des gens qui peuvent vraiment rejoindre beaucoup d'élèves. Alors, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui explique le grand chiffre de 30 000 élèves qui participent par année. Environ. Alors, ce qu'on propose, on propose des ateliers, dans un premier temps, des ateliers avec les compositeurs, avec
la conseillère pédagogique est avec moi. Donc, pour présenter la trousse pédagogique et les activités possibles aux enseignants et échanger avec eux. Ensuite, il y a la trousse pédagogique comme telle, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui propose différentes choses. Ensuite, il y a des rencontres avec les composteurs en classe qui sont possibles. Il y a des concerts aussi qui sont ouverts gratuitement aux écoles qui peuvent venir écouter une œuvre du composteur, donc en concert. Et à la fin de l'année, ce qu'on fait depuis quelques années, c'est le concert Compositeurs en herbe, où on invite les enfants à venir présenter leurs propres créations suite à toutes les activités qu'ils ont faites en classe. Alors, la trousse pédagogique, ce que c'est, ça a commencé avec une bande dessinée qui ressemblait un peu à ça, donc où on parlait de la vie du compositeur. Donc, simplement pour que les enfants sachent qu'il existe encore des compositeurs aujourd'hui. Et voilà, et qui connaissent quelques compositeurs. Ensuite, on a ajouté des extraits audio, on a fait des capsules vidéo, et puis depuis 7 ans à peu près, on fait vraiment un cahier pédagogique assez élaboré, qui ressemble un peu à ça, où on travaille vraiment avec la conseillère pédagogique pour proposer des idées d'activités à faire en classe qui sont en lien avec le programme aussi de musique. Donc, au Québec, il y a 3 compétences en musique. L'appréciation, donc écouter et porter un regard critique envers la musique. Interpréter, donc jouer d'un instrument. Et créer aussi. Alors, on essaye de proposer différents types d'activités pour répondre à tout ça. Toujours à partir de la musique du compositeur. Ouais. Et puis, donc les copies physiques ont quand même leurs limites. Et puis, ces dernières années, on en imprimait, mais on n'avait plus de copies à distribuer assez rapidement. Alors, on s'est dit que ce serait le temps de se tourner vers le numérique pour rejoindre plus de gens. Alors, on a eu une subvention pour faire une plateforme numérique qui ressemble à ça. Plateforme éducative. Alors, on voit les différents types d'activités. Les enseignants peuvent chercher par type d'activité. Ensuite, dans les trousses pédagogiques, on a toutes les trousses antérieures, des années antérieures aussi. Alors là, il y en a à peu près 9. Ça, c'est la dernière autour du compositeur José Evangelista. On a la bande dessinée, une partition que le compositeur a composée pour les élèves. J'ai oublié de dire ça aussi. Anna Sokolovic aussi, qui est une relativement jeune compositrice, mais qui a un catalogue assez impressionnant. Alors, des capsules vidéo. Et puis, moi, mon projet de maîtrise s'est fait autour des activités autour du compositeur John Rea, ici. Voilà. Alors, ça c'est pour illustrer un peu. À la première édition des compositeurs en herbe, c'était un peu plus petit. C'était le premier groupe qui a présenté sa création. Et est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Je vais vous faire écouter un projet de création d'élèves. John Rea, dans la pièce Minimas, a mélangé des thèmes d'autres compositeurs. Nous avons fait cette expérience avec des mélodies que nous avons trouvées à l'oreille. Nous les avons d'abord écrites sur papier en saignant de l'instrument. Nous sommes allés transcrire et ajouter des variations sur le logiciel d'écriture plus de score. Nous avons choisi un second thème parmi les équipes de la classe que nous avons combiné pour créer une nouvelle pièce dans le logiciel Garage.
ça donne un peu une idée. Alors, alors ça, c'était avec la trousse pédagogique autour du compositeur John Rea. Donc, oui. C'est des enfants qui ont fait ces morceaux? 6e année, donc pour nous, c'est 11 ans à peu près. 11, 12 ans. Mais on est parti d'une œuvre de John Rea où il s'inspire, il s'inspire de musique de différents compositeurs qu'il cite dans cette œuvre, Las Meninas. En tout cas, il y a tout un concept, là, mais... Alors, on a repris cette idée-là de collage et de citation, et on a proposé aux jeunes, en gros, là, je résume, de prendre des pièces que eux connaissent et aiment, et de les repiquer, qui est déjà un travail assez important pour des jeunes de cet âge-là, de les rejouer et de créer leur propre collage à partir de ces œuvres-là. En gros, c'est ça le projet. Alors, c'est un exemple d'un projet de création qu'on proposait et qu'ils ont présenté à la Place des Arts à la fin, dans les compositeurs en art. Alors ça, c'est la première partie. Donc, je vous ai donné un petit aperçu de nos activités pédagogiques. Maintenant, je vais parler de mon projet de maîtrise qui est en cours, qui n'est pas terminé. Alors, normalement, j'en parle pas trop, mais je vais faire une exception pour vous aujourd'hui. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a 3 compétences en musique au Québec, donc l'appréciation, l'interprétation, la création. Mais que les enseignants de musique, souvent, ont tendance à se concentrer un peu plus sur l'interprétation, un peu sur l'appréciation. Valérie pourra me corriger. Mais en général, ne font pas beaucoup de création avec leurs élèves. Il y a un sondage en 2013 qui a été fait auprès des spécialistes en musique qui dit que, en général, un spécialiste en musique passe moins de 20% du temps de classe à la création et 82% ne désirent pas s'y attarder davantage. Alors, c'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse beaucoup. Et en gros, dans ce sondage-là, ils citaient le manque de temps parce que c'est des activités qui prennent beaucoup de temps et un manque de ressources. Si on regarde au niveau de la recherche, on voit que souvent les spécialistes en musique ont davantage une identité d'interprète et d'enseignant et ils se sentent pas vraiment compositeurs eux-mêmes. Ils ont une certaine méconnaissance du processus de création. Ils parlent aussi de l'évaluation difficile, parce que quand on est enseignant dans une école, l'une de nos grandes préoccupations, c'est l'évaluation. Il faut, à la fin de l'année, faire un bulletin et puis accorder une note aux élèves. Alors, un projet de création qui a un produit fini un peu incertain est souvent difficile à évaluer, du moins dans la tête des enseignants. Et aussi, comme c'est une activité aux résultats non déterminés, il y a une grande part d'inconnu et ce qui amène une perception de gestion de classe difficile. Donc, on pense que ça va être le foutoir si on fait ça en classe, en gros. Alors, dans mon projet de maîtrise, j'ai voulu savoir si un projet éducatif culturel comme celui de la SMCQ pouvait contribuer à la motivation des enseignants pour les activités de création en classe. Donc, si ça pouvait apporter ou accompagner, apporter un complément à la motivation. Alors, j'ai choisi le cadre théorique de l'autodétermination de Ryan et Deci qui explique en gros que la motivation, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Il y a des raisons un peu plus autodéterminées, donc autonomes, et moins autonomes. Donc, en gros, pour résumer rapidement, plus on va vers la droite, plus on fait les choses pour les activités elles-mêmes. Donc, pour le plaisir qu'elles procurent, pour la valeur même des choses. Et plus on va vers le spectre à gauche, plus on fait les choses parce qu'on est contraint de le faire, parce qu'on nous... voilà. Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour favoriser la motivation autonome pour une activité, il faut que des besoins psychologiques de base soient satisfaits. Donc, si on se sent compétent dans une activité, on va avoir plus envie de la réaliser.
Si on sent qu'on appartient à un groupe social, qu'on n'est pas tout seul, ça va favoriser ça. Et si on se sent autonome dans le processus, on aura des motivations un peu plus autonomes ou autodéterminées pour réaliser une activité. Donc, dans notre cas, si les enseignants, la théorie dit que si les enseignants se sentent compétents en création musicale, s'ils sentent qu'ils sont dans un réseau de gens qui vont soutenir leurs activités, qui vont les appuyer, et s'ils se sentent autonomes dans ces activités-là, ils vont avoir plus tendance à vouloir réaliser des activités de création. Alors, est-ce qu'un programme comme celui-ci peut donner des outils aux enseignants pour se sentir un peu plus motivés à réaliser des activités de création en classe? Alors, dans ma collecte de données, j'avais 72 enseignants spécialistes qui ont participé à l'édition autour du compositeur John Rea, qui ont répondu à un questionnaire en ligne. Il y avait beaucoup de questions, donc des questions sociodémographiques, mais aussi des questions sur les activités qu'ils ont effectuées. Parce que c'est quand même important de savoir qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées de différents types. Il y a des enseignants qui ont simplement lu la bande dessinée avec leurs élèves. Il y en a qui ont fait des activités d'appréciation. Il y en a qui ont fait toutes les activités. Alors, on voulait savoir qui avait fait quelles activités dans un premier temps. Et ensuite, on a voulu savoir quels étaient leurs besoins psychologiques et leur type de motivation pour effectuer des activités de création en classe. Donc, on s'est vraiment attardé aux activités de création parmi toutes les activités qui étaient présentées. Et quelles étaient leurs intentions éducatives à l'avenir. Donc, est-ce qu'ils avaient envie de refaire des activités de création suite à leur expérience? Ah oui, ça c'est une des questions de notre questionnaire, alors qui s'attardait sur l'identité des enseignants. Alors, on a vu que, donc ici, il y a le moi et l'identité d'enseignant. Donc ici, le moi est vraiment dissocié de l'identité d'enseignant. Donc ici, quelqu'un ne se sentirait pas du tout enseignant. Et ici, l'identité d'enseignant et l'identité personnelle sont très, très liées. Alors, dans ce cas-là. Alors, en général, les enseignants qui ont rempli le questionnaire s'identifiaient beaucoup avec l'identité d'enseignant. Ils se sentaient également fortement mélomanes. Un peu moins, mais quand même assez fortement musicien ou chanteur, donc interprète. Et, sans surprise, ils ne se sentaient pas trop compositeurs dans l'âme. Donc, ça validait un peu ce qu'on avait vu dans les recherches. Donc, ça, c'était l'exemple de questions par rapport aux activités qu'ils avaient effectuées. Donc, on voit qu'ils pouvaient suivre ou non un atelier préparatoire. Donc, il y a à peu près la moitié des enseignants qui ont répondu au sondage qui ont participé à cet atelier-là pour s'initier à la trousse pédagogique, rencontrer le compositeur, même faire eux-mêmes les activités de création pendant l'atelier. Il y avait la lecture de la bande dessinée, le visionnement des capsules vidéo. Ensuite, on rentrait vraiment dans les activités pédagogiques, donc plusieurs activités d'appréciation, 2 activités d'interprétation, donc des œuvres qui avaient été écrites sur mesure pour le primaire et le secondaire. Et il y avait quand même 5 activités de création qui étaient possibles pour différents niveaux. Oui. Pour la question, je suis satisfait de cette activité. Après, est-ce qu'il y avait un nombre d'approfoir ou est-ce que c'est vraiment quantitatif? Oui, c'était quantitatif. J'avais 3 questions ouvertes, mais pas directement liées à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, ça va. Je pense que je vais finir un peu plus tôt, finalement. Alors donc, la collecte de données a été effectuée. Je suis au milieu de l'analyse de données. Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas vous partager des résultats finaux, mais je vais vous donner un petit aperçu de quelques petites observations. Alors, si on regarde simplement les corrélations, on peut voir que donc, les faibles corrélations sont en jaune, moyennes en vert et rose, ce sont des corrélations fortes. Alors, on voit qu'au niveau des corrélations fortes, si les besoins psychologiques des enseignants étaient bien soutenus,
ils avaient davantage l'intention de refaire des activités de création. Et si leur motivation autonome était plus autonome aussi, ils avaient davantage envie de refaire des activités, de faire ou de refaire des activités de création. L'intention à faire des activités de création était aussi faiblement liée à la participation à l'atelier préparatoire. On peut aussi voir que ceux qui ont participé à l'atelier préparatoire ont effectué davantage d'activités de création dans leur classe. Et voilà. Et c'est les choses les plus intéressantes qui ressortaient de ça. Alors, je suis encore en train d'évaluer tout ça, de réfléchir à tout ça. L'objectif, donc, de ce projet, c'était de voir si ce type de collaboration en médiation culturelle quels étaient les apports mutuels entre l'apport pédagogique des enseignants pour l'organisme culturel et inversement, qu'est-ce que l'organisme culturel peut potentiellement apporter au milieu pédagogique ou contribuer. Alors, c'était un peu l'idée générale du projet et je vous ferai part des résultats de mon projet sous peu. Merci.